Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Pascal Hernandez, journaliste, animateur radio et de télévision. Vous le retrouvez du lundi au vendredi de 9 h à midi sur Ici Orléans. Bonjour Pascal, très heureuse de t'accueillir dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, très heureux aussi de dialoguer avec toi. C'est un univers passionnant que je connais mal, mais je sens que je vais apprendre plein de choses. En plus, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps Oui, c'est à la vrai. radio, un Oui, média que nous affectionnons tous les deux. oui, par sa spontanéité, par le fait qu'on peut dialoguer directement avec les auditeurs, et c'est vrai que la radio, c'est l'immédiateté. Donc, à une époque où c'était moins le cas qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux empiètent un peu sur le territoire de la radio, c'était un média passionnant. Et alors, à quel âge as-tu découvert justement la radio et qu'est-ce qui t'a séduit en elle? La radio, je l'ai découverte assez tôt, puisque à la maison, j'étais assez vite seul, puisque mes sœurs aînées ont une grande différence d'âge avec moi. Donc, elles sont parties, en tout cas la plus âgée des sœurs est partie très tôt, donc je me suis retrouvé presque un petit peu solitaire à la maison, ce dont je n'ai pas souffert du tout, puisque justement, d'abord, je me créais mon propre univers, et puis la radio venait agrémenter cet univers-là. Et donc ces voix que j'entendais de gens que je ne connaissais pas, et qui me parlaient, ou en tout cas qui mettaient un peu de joie et un peu de lumière dans mon quotidien, je me suis dit qu'un jour, assez tôt d'ailleurs, j'aimerais bien faire partie de cet univers-là. Et donc je me suis mis à rêver sur le destin de ce que pourrait être un animateur ou un journaliste radio. Et c'est comme ça que c'est né. Donc c'est en écoutant la radio que j'ai eu envie d'en faire. Je crois que c'est beaucoup le cas de pas mal de gens autour de nous, dans nos métiers en tout cas. Et tu as démarré sur quelle Sur- radio justement? Alors, c'était en région parisienne, puisque moi je suis né à Paris et j'ai grandi dans le Val-de-Marne. Donc c'était une radio locale qui à l'époque n'était pas autorisée, puisqu'en gros, entre 81 et 1986, il y avait plein de radios non autorisées, fréquences auxquelles elles n'avaient a priori pas le droit d'accéder. Et donc c'était une radio à Villejuif qui s'appelait Radio Panorama, qui diffusait de la chanson française et de l'accordéon. Et une fois, j'ai frappé à la porte avec un camarade de Doug, qui était aussi passionné de radio. On a frappé à la porte en demandant s'ils avaient besoin de monde. Et effectivement, comme tout le monde était bénévole là-bas, on nous a accueillis le dimanche matin entre 8h30 et 10h. On faisait une émission hebdomadaire. Et c'est comme ça que ça a commencé, en franchissant le seuil d'un endroit auquel on n'avait pas forcément accès. Donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que si on ose faire des choses, on peut avoir évidemment la chance de voir se concrétiser ce qu'on voulait obtenir, tout simplement. Et ça s'est reproduit plein de fois dans ma vie professionnelle. C'est en osant, en faisant des démarches, que j'ai obtenu ce que je voulais. Tu travailles aussi en télé. Hein. Que préfères-tu? La radio, le monde de la télé? C'est-à-dire que pour le côté spontané, c'est vrai que la radio, c'est le média le plus adapté, en tout cas celui qui l'a été pendant très longtemps avant l'émergence des réseaux sociaux. La télévision, c'est un peu plus de contraintes techniques, évidemment. Mais j'aime beaucoup ça. En télévision, j'ai travaillé pour beaucoup de chaînes thématiques, des chaînes voyage, des chaînes cuisine, des chaînes consacrées au cheval. J'ai animé pendant plusieurs années un jeu sur France 5 qui s'est appelé 100% Questions, qui était un jeu de culture générale entre 98 et 2005, à destination des plus jeunes, mais aussi des adultes, hein. C'était un petit peu le petit frère de Questions pour un champion. Donc, j'ai aimé ces deux métiers. Mais c'est vrai que mon métier de cœur, c'est quand même la radio, et c'est là où je finirai ma vie professionnelle, probablement. Ouais. C'est c'est, heu, c'est incroyable parce que c'est vraiment le constat que font, en tout cas, toutes les personnes que je rencontre qui ont travaillé ou qui travaillent à la radio et à la télé. C'est fou comme l'élu des cœurs, c'est la Mm. radio. Il y a quelque chose de plus magique peut-être. Oui, même si aujourd'hui l'image fait partie de l'univers de la radio, puisque beaucoup de radios
propose du contenu visuel, soit des émissions en direct, soit des podcasts dédiés avec des images. Donc la frontière entre la télé et la radio est de plus en plus mince, si tant est qu'un jour il y ait vraiment une frontière. Peut-être que l'avenir de la radio passe par l'image et que le son ne suffira définitivement plus. Malgré tout, la spontanéité du son par rapport à l'image est incommensurable. Donc c'est pour ça que la radio reste magique, parce que tout passe par la voix, tout passe par l'émotion avant le visuel. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, mon podcast, à chaque enregistrement, je vois mon invité comme si nous étions en studio, sans tous les moyens techniques, bien sûr, puisque c'est à distance et via une plateforme, enfin via une application. Mais en revanche, j'ai fait le choix de ne garder que le son pour la diffusion. Très Je bien. préfère. Bonne initiative, tu as entièrement raison. Et alors, tu as un rythme de vie très soutenu, de toute façon, depuis des années, depuis que je te connais. Mm. Tu cours pas mal. Quelle est ton hygiène de vie pour pouvoir tenir sur la durée aussi, tu vois, parce que Bien sûr. J'ai jamais été vraiment très sportif. Je m'y suis mis sur le tard il y a 3 4 ans, où désormais je m'oblige à faire une demi-heure de sport le matin, une demi-heure le soir, quand je peux. Alors pas 7 jours sur 7, mais au moins 4 à 5 jours par semaine. Et d'abord, ça m'a permis de perdre quelques kilos. Euh, Dans le même temps, j'ai fait un régime alimentaire qui m'a permis de faire ça. Mais c'est vrai que je me sens mieux depuis 2 3 ans, où j'ai vraiment perdu du poids et où je me suis forcé à faire du sport. Forcé est bien le mot, parce que j'ai jamais du tout été sportif. Mais du cardio, de la musculation, ça fait partie d'une hygiène. Je ne marche pas suffisamment, j'essaie de marcher mon nombre de pas quotidien, mais il y a des jours où je n'y arrive pas. Donc peut-être que la marge de progrès se situe sur la marche, sans parler de la course. Je n'ai pas un souffle très développé, donc je m'en tiens à la marche quand je me mets à marcher, uniquement. et le yoga, la méditation, est-ce que ce sont des approches que tu as déjà testées, qui te plaisent? Jamais, jamais, jamais. Ça me fait un peu peur, en fait. Le lâcher-prise me fait un peu peur. Me dire que pendant quelques minutes ou quarts d'heure, je me relâche complètement tout en étant conscient de ce qui se passe. Ça me, ça me stresse un peu. Mhm. Donc, mais j'ai sûrement tort, mais peut-être que ça fera partie des choses que je découvrirai quand j'arrêterai de travailler, puisqu'à un moment ou à un autre, il va falloir arrêter de travailler quand même. Donc, c'est tout un univers qui peut s'ouvrir à moi sans que je ne le soupçonne aujourd'hui. Tu es plutôt, quand on te connaît bien, de nature réservée. Mm. Tu t'es challengé pour oser te mettre en lumière, comme tu le fais finalement quotidiennement. Quel est ton petit secret? Alors, me mettre en lumière, oui et non, parce que c'est le paradoxe de la radio, c'est-à-dire que effectivement, on parle, donc on est en première ligne dans les oreilles des auditeurs, mais comme on ne nous voit pas, on est un peu caché. Donc en fait, on est en première ligne sans être en première ligne. Et c'est vrai que c'était un bon compromis pour moi, qui effectivement était très timide quand j'étais gamin. Et au bout d'un moment, il a fallu que je me prenne en main et que je casse cette carapace. Et donc la radio était un bon outil pour justement essayer d'oser. Mais j'ai pas osé tout de suite, hein. Je reconnais que mes premières années professionnelles, j'aurais pu être beaucoup plus audacieux, j'aurais dû tenter plus de choses, peut-être incarner davantage ce qu'on me demandait d'incarner. Mais comme ça n'était pas dans ma nature, il a fallu du temps. Et en fait, je dirais qu'il y a que depuis 10 15 ans que j'ose véritablement les choses, que j'exprime des opinions, alors que dans nos métiers, jusqu'à présent, ça n'était pas ce qu'on nous demandait. Mais j'ai compris que pour exister, il fallait exister en exprimant des opinions, en affirmant un caractère, une personnalité qui parfois était un peu effacée, qu'il a toujours été depuis l'enfance. Mhm. Il y a eu quand même une forme de dépassement de toi. D'ailleurs, tu le disais, tu as osé franchir des portes pour euh, découvrir et vivre de ta passion finalement, tant la radio que la télévision. Exactement. On est assez peu souvent venu me chercher, ou alors si on est venu me chercher, c'est parce qu'on m'avait recommandé. Mais la plupart des postes ou des fonctions que j'ai occupées, c'est parce que j'ai fait les démarches pour les obtenir.
avec l'aide parfois de tel ou tel, mais j'ai osé candidater à l'époque où ça servait à quelque chose. J'ai osé voir les gens, démarcher. Euh, et en fait, quand je réfléchis à ça, c'est né d'un déclic d'un professeur. J'ai fait une école de journalisme qui s'appelle le CELSA et d'un professeur d'histoire d'idées politiques qui était un vrai personnage, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, et avec qui je converse par les réseaux sociaux de temps en temps, et qui un jour nous dit, devant l'ensemble des étudiants, il faut vous bouger dans la vie, il faut vous remuer les fesses. Enfin, c'était un peu le message. Bon, à l'époque, on disait les choses de façon un peu plus crue qu'on ne le dirait aujourd'hui, mais en gros, le message était celui-là. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, il faut obtenir cette chose en vous dépassant. Et c'est un message que j'ai toujours retenu. Et d'ailleurs, 10 jours après qu'il nous ait tenu ce discours, je frappais à la porte de la fameuse radio que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières émissions. Entre-temps, j'étais allé voir une émission de radio dans une autre station, en tant que public cette fois-ci, pas du tout en postulant, mais je m'étais imprégné de l'atmosphère de cette station de radio. C'était la radio que dirigeait Pascal Sevran à l'époque à Paris, qui s'appelait RCF, Radio Chanson Française. J'étais venu assister à une émission. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire que si on veut quelque chose, il faut essayer de se bouger les fesses, que rien n'arrive tout cru, en tout cas très rarement. Et en fait, c'est un cheminement, c'est-à-dire que vous obtenez tel poste, et grâce à ce poste-là, vous obtenez ensuite un autre poste. Et en fait, vous vous dites, bah, si au début, je n'avais pas entamé un circuit, un parcours, si je n'avais pas osé il y a 40 ans, il est évident que tout ce qui est arrivé après n'aurait pas eu lieu. Donc en fait, c'est du bénéfice. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui par le biais de cette émission, c'est qu'il faut oser démarcher et faire les choses. Tu as choisi AA, Take On Me, Mm. pour illustrer, symboliser le dépassement de soi. Pourquoi ce titre? Parce que ça correspond à 1985, cette année charnière où je me suis pris en main suite à ce message de ce fameux professeur d'histoire politique. Et puis, c'est donc le titre qui à l'époque passait à la radio, c'est probablement l'un des premiers titres que j'ai pu passer moi-même à l'antenne. Et puis, c'est une montée en puissance vocale du chanteur. Et une montée en puissance de la chanson qui est très dynamisante. Et quand j'ai envie de me rebooster, c'est typiquement la chanson que j'ai envie d'écouter parce qu'il y a une vraie progression, une vraie montée en puissance qui est très inspirante. Es-tu à l'écoute de ton intuition? Beaucoup. Je suis mercurien, je suis né sous le signe des Gémeaux. Euh, L'astrologie m'intéresse depuis longtemps et je l'ai constaté moi-même, j'ai pas mal d'intuition et je me fie souvent à mon intuition. Alors le côté négatif de tout ça, c'est que j'anticipe toujours les choses. Alors je ne comprends pas les gens qui n'anticipent pas les situations. J'en connais quelques-uns et ça m'agace souvent. Et souvent, j'anticipe de façon négative, c'est-à-dire que je m'attends au pire. La bouteille, je la vois souvent à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide, mais je me prépare psychologiquement au pire. Et puis si le pire n'arrive pas, bon bah tant mieux. Mais je me fie à mon intuition. J'ai le nez creux assez souvent. Il m'est arrivé de me tromper, mais souvent, on va dire, allez, à 60 ou 70%, les intuitions que je peux avoir se concrétisent. Donc, je Tu, m'y fie. tu veux dire que tu vois la bouteille à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine? Oui, peut-être que j'ai dit le contraire à Oui. l'instant, pardon. Non, non, mais parce que si tu anticipes le côté plutôt Oui, négatif, ah oui, oui, toujours. Moi, je suis très pessimiste sur plein de choses, hein, sur plein de domaines, hein. Je ne vois je pas sais, je comment. sais, quand nous échangeons, moi je suis toujours le côté plutôt optimiste et, euh, Bon, ce sont des échanges toujours très intéressants. oui. Cette intuition, elle se manifeste comment? Par quel canal elle passe? Est-ce que c'est, tu as l'impression d'entendre une voix? Est-ce que c'est des choses qui se passent dans ton corps? Dans mon corps, non, je n'entends pas de voix, mais en fait, pour moi, ce sont des devinettes, c'est-à-dire que, mais pas ludiques, mais je ressens les choses, mais pas, c'est pas charnel, c'est pas corporel, c'est vraiment spirituel. C'est-à-dire que j'ai du mal à l'exprimer, mais parfois je vois des situations, c'est-à-dire que je m'imagine dans tel ou tel lieu parce que la suite de l'événement en question me conduit à me trouver dans ce lieu-là. Euh, les personnes, je les sens, comme on dit, assez facilement. C'est-à-dire que je peux me faire une opinion, euh,
parfois hâtive, certes, mais assez fidèle de quelqu'un, sur quelqu'un. Donc, c'est plutôt un ressenti qui n'est pas charnel ni corporel, mais qui est plutôt de l'ordre du visuel et de la sensation. C'est de l'intuition pure, souvent. Et es-tu attentif aux signaux que ton corps te transmet? Pas assez. Plus maintenant qu'avec l'âge, quelques soucis de santé assez classiques me concernent. Mais en gros, entre 20 ans et 50 ans, je n'ai absolument pas fait attention à quoi que ce soit de ce point de vue-là. Donc, j'essaie de me rattraper aujourd'hui. L'hygiène de vie qu'on évoquait tout à l'heure est importante pour moi. Dès que mon corps m'envoie un signal, ça m'interpelle, mais comme je suis un peu hypochondriaque, forcément, ça prend des proportions inimaginables, mais j'y suis attentif parce que peut-être, justement, j'envisage toujours le côté négatif des choses. Donc, pour éviter que le négatif ne se produise, j'essaie d'anticiper. J'essaie aujourd'hui d'être davantage à l'écoute de mon corps, par exemple, oui. Au vu de ce que tu me dis, tu serais beaucoup plus aussi à l'écoute du coup de ton mental que de ton âme. De mon état d'esprit, oui. Mon âme, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être. Mon Alors on va mental, dire ton cœur, on va dire ton cœur peut-être, oui. si c'est plus facile pour Alors, toi ce mot. oui, oui. Euh, je laisse quand même souvent et de plus en plus parler mon cœur. C'est-à-dire que quand j'ai envie de quelque chose, je fais en sorte de l'avoir ou de satisfaire cette envie. C'est pas forcément toujours raisonnable, mais je le fais parce que je me dis que d'abord la vie est courte et que c'est idiot de procrastiner ou de ne pas écouter ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que ce n'a pas toujours été le cas. Donc, oui, j'écoute plus mon cœur que mon mental. Mon mental, je sais qu'il va tenir. Comme tu l'as dit, j'ai pas mal d'activités. Je rechigne à me reposer. Mais donc, je sais que mon mental tiendra. Le corps, peut-être un peu moins. Mais le cœur, j'essaie de répondre à ce que mon cœur me dit. Oui. Et du coup, est-ce qu'il te les messages de ton cœur te guident au niveau de ta créativité? Parce que tu es très créatif. Il y a l'écriture aussi, il y a beaucoup de choses dans ta vie. En fait, mon cœur n'a jamais vraiment guidé ce que j'ai fait enfin, à part l'amour du métier que je peux ressentir, de mon métier ou de mes activités, mais ça n'a pas été la raison euh, essentielle qui m'a permis de faire tout ça. Mon cœur, je ne l'ai écouté que tardivement. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, mais tu me diras que c'est pas une impression, que c'est peut-être la réalité, mais en tout cas, on va dire qu'en gros, entre les 20 ans et les 50 ans, j'étais dans un tunnel et que depuis 50 ans, j'en suis sorti. Donc ça fait, comme dirait l'autre, bientôt 10 ans que j'ai 50 ans. Et que depuis une dizaine d'années, je m'écoute beaucoup plus, que ce soit le cœur, le mental éventuellement, et donc mon corps. Donc j'ai l'impression d'être né une deuxième fois ou une troisième fois, parce que l'étape de l'adolescence est importante, une troisième fois depuis une dizaine d'années. Donc mon cœur, je ne l'ai écouté qu'une fois au début de mon parcours parce que je voulais faire ce métier-là. Mais depuis une dizaine d'années, je l'écoute beaucoup plus mon cœur. Et en fait, avec l'âge, on choisit ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Donc là, c'est une façon d'écouter son cœur. Et je suis dans cette démarche-là aujourd'hui. Et alors, ta créativité, elle s'exprime où dans ton quotidien? Bon, évidemment, à la radio, ça peut être la télé, c'est l'écriture, mais est-ce qu'il y a aussi dans la cuisine, peut-être la peinture, le jardinage, R- éventuellement? Rien de tout ça. Je suis un monomaniaque de mon travail et je ne sais rien faire en cuisine. Parce qu'en fait, je n'ai pas appris et parce que je n'ai pas la patience. Mais je suis sûr que si je m'y mettais, si j'avais quelqu'un qui m'apprenait, je pourrais. Euh, Sinon, être assez doué, en tout cas, prendre plaisir à préparer un plat, un repas, par exemple. Jardinage, à part arroser un jardin, je ne sais pas faire grand-chose. Ma vie a non-stop été concentrée sur mon métier. Donc, je sais assez peu faire d'autres choses que ça. Hélas. Et Mais la vie n'est pas terminée. Enfin, j'espère en tout cas. et l'écriture aussi.
Oui, l'écriture, alors ça, j'aime bien écrire, ça a toujours été et c'est vrai que l'écriture, c'est une source de créativité. Jusqu'à présent, j'ai toujours écrit sur des choses très concrètes. J'ai travaillé en presse écrite, en presse télé pendant des années. Donc je parlais d'artistes, de chanteurs, je faisais des interviews, je parlais d'émissions, de séries, et cetera. Mais quand j'aurai plus de temps, devant moi, j'aimerais bien me lancer dans l'écriture de romans, par exemple. À une époque, j'avais envie aussi d'écrire une série télé. Bon, bah, ça peut faire partie des choses, faisables dans quelques années quand j'aurai cessé mes activités principales, parce que l'âge m'aura rattrapé. Mais avec l'IA, j'ai l'impression que n'importe qui aujourd'hui peut écrire un scénario de série ou un roman, donc c'est un peu déprimant. C'est-à-dire que l'effort ou la créativité, qui serait nécessaire à cette activité-là, peut-être à terme ne sera plus utile puisque la machine aura, fait sinon aussi bien, peut-être mieux que l'être humain. Ça, c'est mon côté pessimiste. Oui, parce que, moi je pense que l'IA peut être un outil certes et certains l'utilisent, mais ils comprennent même pas ce qu'ils font, pour certains. En revanche, bah, là, on utilise la technique, donc ça nous rend bien service puisque moi je suis plus à Paris, donc on pouvait pas se faire l'enregistrement, donc c'est génial, mais ça reste un outil. C'est-à-dire que ça va pas me voler, notre échange parce qu'on y met notre cœur, on y met nos émotions et je pense que l'IA ne peut pas avoir ça, ne peut pas y tu vois? Ça va limiter. En revanche, sur le côté, rapidité, productivité, ça va intéresser certains parce qu'effectivement, ils pourront peut-être produire des choses très rapidement et engendrer de l'argent. Mais on est à une scission à notre époque où il va y avoir l'effondrement en fait de ce monde actuel, pour basculer vers autre chose et ça, j'en suis certaine. Intuition, qui est très développée, on le sait. Moi, j'ai pas du tout la même vision, des choses que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un moteur, enfin pas un moteur de recherche, mais à ChatGPT ou à d'autres, de faire, une action, évidemment, tu as le résultat de cette demande, mais tu as des commentaires qu'un être humain pourrait tenir. Alors la machine ne parle pas encore, mais patience, ça va arriver. Donc, l'émotion ou la sensibilité peut très bien être générée, par une machine et on voit très bien la façon dont ces plateformes ou ces ustensiles, ces outils, réagissent. C'est assez bluffant. Un être humain pourrait dire la même chose, au mot près, que la réponse que tu obtiens. Donc, moi, je suis un peu moins optimiste que toi, mais on va dire que c'est toi qui as raison. Ah non, non, j'ai pas raison, c'est juste un ressenti et en tout cas, moi je vais avancer en essayant de rester sur ma fréquence et je pense que la l'IA va être sur une autre fréquence énergétique et que, ne pourra pas, en tout cas moi, je peux utiliser comme tout le monde l'IA, tu vois? Mais avec, parcimonie. J'ai jamais eu par exemple quand tout le monde, il y avait l'engouement du four micro-ondes, tout le monde me disait: «Je comprends pas que tu aies pas de micro-ondes». Je n'ai jamais eu de micro-ondes, j'en ai jamais eu besoin et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de micro-ondes, tu vois? Mmh, Donc mmh, après, on nous crée des besoins qu'on n'a pas forcément finalement. mmh. C'est Donc vrai. c'est à chacun d'être, en phase avec, qui il est finalement et aussi faire preuve beaucoup de discernement. Je trouve que ces dernières années-là, il y a un manque de discernement, de libre arbitre de la part de chacun et moi en tout cas, je veux rester un être libre, donc il y a plein de choses que je refuse de cette société, voilà. Mmh, Mais mmh. je ne crache pas dessus, tu vois? Parce que c'est un outil comme, l'arrivée des ordinateurs nous ont facilité la vie, internet, là, nous facilite la vie, mais je ne veux pas devenir esclave de ces outils, Mmh. tu vois? Bah, tu as raison, c'est vraiment la ligne de conduite qu'on devrait avoir, mais la capacité de résistance des gens, est quand même très limitée, hein. On le voit, c'est invraisemblable le nombre de gens qui dans la rue, marchent, moi le premier parfois, avec un téléphone dans la main, en regardant l'écran au lieu de regarder là où il marche. Ah oui, ça c'est C'est un terrible. abrutissement général et généralisé qui est quand même très inquiétant Mmh. Ah ça et oui, oui. et Surtout l'IA surtout pour les jeunes générations, en fait.
Bien sûr, mais ça fait tache d'huile auprès des anciennes, hein. Moi, je te dis, il m'arrive de marcher dans la rue en regardant mon téléphone. C'est quand même invraisemblable. Quel abruti je fais si je fais ça. Quand tu sais que beaucoup de gens, sur les dernières élections et probablement sur les prochaines, ont choisi leur candidat en fonction de ce que dit l'IA, parce que ces personnes ont eu besoin de demander à l'IA ce qu'il devait penser de tel ou tel, c'est quand même consternant. Donc tu te dis qu'il n'y a plus de libre arbitre, et puis en plus, on peut conditionner l'IA pour qu'elle te dise, ben, pense plutôt ça que ça. Donc ça, c'est effrayant. C'est-à-dire que on est une courroie de transmission de ce que certains voudraient qu'on soit ou qu'on pense. Donc c'est un peu problématique. C'est la même chose avec les médias, d'où le discernement et de faire ses propres recherches, mais pas forcément sur des choses faciles d'accès, en tout cas. Exactement. Voilà, de jouer un petit peu au reporter, à l'ancienne. Voilà. L'expérimentation et le terrain, plutôt que la Mm. théorie. La créativité, pour toi, elle signifie quoi, si tu devais me la définir? La créativité, c'est la capacité d'inventer quelque chose qui nous sort de l'ordinaire. Ou de l'ordinaire ou de l'habitude. Parce qu'on a tous des habitudes dans nos métiers comme dans nos vies quotidiennes. Et la créativité, c'est de faire en sorte que on fasse peut-être la même chose, mais différemment quand c'est possible. Pour éviter tout ce qui est routinier, tout ce qui est habituel et qui nous enferme finalement au bout d'un moment. Donc la créativité, elle peut être vraiment présente au quotidien, à la radio dans une formulation, pour annoncer tel ou tel rendez-vous qui est à l'antenne tous les jours. Bon ben, la facilité, ce serait de commencer tout le temps les mêmes phrases avec les mêmes mots. Donc la créativité, elle s'exprime dans une recherche, dans une volonté de faire différent quand c'est possible. La créativité, c'est pas forcément quelque chose d'artistique, c'est quelque chose qui sort de l'habitude. Donc, il faut essayer d'être créatif. Alors, je sais pas si j'y parviens, peut-être pas, mais c'est nécessaire de cultiver cette créativité-là. Tu as raison, la créativité, ce n'est pas que artistique, en fait, c'est dans tous les domaines de la vie. Oui, c'est pour échapper à l'habitude et donc à l'ennui, parce que l'habitude peut créer de l'ennui. Donc, surprendre, varier, je crois que ce sont les mots les plus importants de la vie. Surprendre et varier. Se surprendre soi-même, surprendre les autres si on le peut, et surtout varier. La variété, c'est un joli mot, la variété. J'aime la variété d'ailleurs, en chanson. Moi aussi. Oui, je sais. Je Pour moi, la créativité, c'est vraiment, mon essence, mon moteur, sans créativité, je meurs, en fait. Mais Mm. c'est parce que ça me permet d'être, finalement bien ancrée et d'être dans l'instant présent. Il y a plus, tu vois, quand je suis dans ma création, il y a plus je vois plus le temps passer, en fait, et c'est ça que je trouve, merveilleux. Alors je t'ai demandé de choisir une chanson qui symbolise la créativité. Ça peut être Pink Floyd, un titre des Pink Floyd, quel qu'il soit. Alors pas Monet, mais je trouve que le son du groupe Pink Floyd à une époque a été vraiment très révolutionnaire. Et une musique un peu psychédélique, un peu planante, c'est propice à la créativité. Ou bien Alain Bachung avec Madame Rêve, qui est une chanson que je trouve très inspirante. L'une des premières fois où j'ai écouté ce titre-là, je me suis dit, mais il faut que j'écrive. Il faut que l'orchestration, la mélodie, le texte de ce titre-là, c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que ça mobilisait en moi beaucoup d'émotions. Et je me suis dit, bah, si Bachung est capable d'écrire ça, ou je ne sais plus avec qui il l'a écrit et composé, c'est pas que je suis capable de faire aussi bien, mais ça m'a inspiré. Et donc cette histoire de femme, un peu comme Madame Bovary, qui s'imagine dans les bras d'un amant ou dans d'autres sphères que celles de la terre et du quotidien, m'a donné envie, non pas d'écrire parce que ça ne s'est pas concrétisé, mais je sais que cette chanson, pour moi, est très inspirante et c'est le symbole de la créativité. Madame Rêve, Alain Bachung. Aujourd'hui, qui est Pascal Hernandez? Quelqu'un qui s'est donné beaucoup pour son travail, peut-être un peu trop, et qui se rend compte que le temps avance et que j'ai très peur du temps qui avance. Parce que si le temps nous est compté, ça veut dire que ce qu'on aime, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, ce qu'on aime peut s'arrêter, et moi je n'aime pas les fins. Je fuis la fin de quoi que ce soit.
quand quelque chose se termine, c'est très difficile. Donc, qui je suis quelqu'un qui essaie de faire que les choses qu'il apprécie durent. Et c'est presque obsessionnel. Voilà, pour Mmh. éviter que ça s'arrête. On parlait de créativité tout à l'heure. Es-tu à l'écoute de ton petit Pascal? Tu veux dire celui que j'étais quand j'étais dans l'enfance? Mmh. Je ne l'écoute pas beaucoup, mais je crois que il ne pensait pas beaucoup et il était timide, le petit Pascal. Donc, écouter de quelqu'un de timide, c'est pas très constructif, ça nous fait pas avancer. Euh, mais je reconnais que, évidemment, les premières années de ma vie ont été essentielles. Donc, je l'écoute, je ne lui parle pas beaucoup, mais je pense que si je lui parlais, je lui dirais, tu as eu raison d'avoir confiance, tu as eu raison de croire en toi et de faire en sorte que tu ailles dans cette voie-là. Donc en fait, il y a un dialogue quand même entre l'un et l'autre? Non, parce que bah, ça correspond à une période effectivement où j'étais entouré de gens qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc c'est triste à dire. Mais je crois qu'on est tous là. En avançant dans l'âge, celui ou celle qu'on était, effectivement, perd ses repères. J'ai la chance d'avoir retrouvé mon institutrice de CP. Le hasard a voulu que je travaille sur une antenne qui se trouve à Orléans et que cette personne euh, habite depuis quelques années à Orléans. Alors que comme moi, elle était en région parisienne il y a 50 ans, quand j'étais son élève en CP. Et un jour, elle tombe sur moi à la radio. Parce que la radio qu'elle écoutait de préférence était en grève et donc elle s'est reportée sur une autre radio. Elle est tombée sur moi. Et elle se dit, mais ce nom-là, ça me dit quelque chose. Donc elle a appelé la radio en disant, mais est-ce que c'est bien lui, etc. Donc on est entré en contact. Donc j'ai retrouvé mon instinct qui m'a appris à lire. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est l'un des derniers repères de mon enfance. Et je suis toujours très content de la retrouver. Et régulièrement, on déjeune ensemble. Elle a un âge très respectable, hein, 86 ans depuis quelques jours, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai ce lien avec l'enfance. Donc le seul lien avec mon enfance aujourd'hui, à part ma sœur aînée, c'est cette personne. Voilà. Et le jour où elle disparaîtra, je serai triste. Mmh. Je comprends. Mais je pense, pour moi, l'enfant intérieur, le petit enfant que nous étions, il fait toujours partie de nous. Et, et effectivement, il y a des petits enfants de nous qui ont été blessés, qui ont eu des épreuves terribles. Et je me dis, c'est la grande ou le grand que nous sommes aujourd'hui qui pouvons prendre soin aussi, rassurer ce petit nous qui a été blessé, abîmé, éprouvé. Et en même temps, ce petit nous, c'est aussi cette partie d'émerveillement de l'enfance, c'est quand même l'instant présent, c'est pouvoir s'arrêter, tu vois. Je prends toujours cet exemple quand je suis avec mon neveu ou ma nièce, ils peuvent s'arrêter, on marche dans la rue parce qu'ils voient une coccinelle d'un seul coup ou une fourmi et ils sont émerveillés et là, leur imaginaire, s'installe un échange, une discussion entre nous sur le petit insecte qui circule sur le trottoir, tu vois. Mm. Oui, c'est vrai que c'est l'enfance, c'est un moment magique, enfin, sauf exception quand des drames familiaux naissent, mais généralement c'est une période, on va dire, le plus souvent apaisée, et donc c'est bien de s'y référer. Mais me concernant, je m'en souviens, je me souviens de pas mal de détails, mais je n'ai pas le sentiment que le petit Pascal est présent au quotidien. Évidemment, les 5 premières années de la vie nous construisent. Donc on est aujourd'hui ce qu'on a été à une époque. Mais je n'en ai pas plus conscience que ça et je ne dialogue pas avec le petit que j'étais il y a 40 ou 50 ans. J'ai Et peut-être tort. quel regard poses-tu sur ton chemin, ton parcours? Bah, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais envie de vivre, je l'ai vécu. En tout cas, tout ce qui me faisait envie au moment de l'enfance et surtout de l'adolescence et dans les premières années de ma vie d'adulte, je l'ai vécu. Je voyage beaucoup, j'ai cette chance. Moi, j'ai toujours aimé les voyages, même si c'est très contraignant de plus en plus. J'ai fait le métier que je voulais. Je suis entouré des gens
dont j'imaginais qu'ils pourraient être ceux qui m'accompagneraient. Donc j'ai finalement assez, largement réussi ce qui me faisait envie. Euh, pour autant, s'il me reste encore quelques années à vivre, j'aimerais avoir d'autres envies qui se réalisent. Mais celles-là, j'ai du mal à les identifier. C'est-à-dire que quand on commence la vie, on a des objectifs, en tout cas, on a des envies qu'on arrive à identifier. Mais une fois qu'on a pas mal de choses, voire tout, c'est difficile d'imaginer qu'on peut avoir d'autres choses. Pour l'instant, je n'ai pas identifié ce que j'aimerais avoir en plus que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, j'ai un parcours qui me satisfait parce que il correspond à ce dont j'avais envie quand j'étais plus jeune. Hmm. Tu as aucun regret du coup. Ah si, beaucoup. On se dit qu'on aurait dû faire les choses différemment, qu'on aurait dû oser beaucoup plus qu'on ne l'a fait. En tout cas, moi, je pense que si je m'étais affronté à certains ou à certaines, j'aurais obtenu davantage. Mais j'ai pas un ego surdimensionné, j'ai pas une ambition délirante. Donc, ce que j'ai réussi à construire, j'en suis très content et de ce point de vue-là, la mission est réussie. Es-tu attentif aux signes de la vie, à la synchronicité? Grâce à toi, oui. Maintenant, oui. Les signes, par exemple, souvent, quand il y a une chanson précise, je ne vais pas la citer, qui passe à la radio, je me mets à penser à mes parents. Je me dis, tiens, peut-être qu'à ce moment-là, ils veulent que je pense à eux, peut-être. Hmm. Donc, j'analyse ça, on va dire, peut-être de façon naïve, mais euh, quand, par exemple, un mot apparaît, quand je regarde dans la rue un panneau, une pub, il y a un mot qui apparaît, et ça me fait penser à autre chose. Je me dis, tiens, bah, je sais pas si c'est le hasard, mais il fallait que je pense à ça. Je dis n'importe quoi, je vois une pub pour un téléphone, je me dis, tiens, c'est un rappel à l'ordre parce que effectivement, il y a quelques jours ou quelques heures, j'ai eu un problème avec mon téléphone et donc il faut que je règle ce problème. Donc grâce à toi, qui m'a ouvert les yeux là-dessus, je me rends compte qu'il y a des signes. Alors, est-ce que c'est le hasard ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais je me plais à croire que ce n'est pas le hasard. Et du coup, selon toi, qui nous envoie ces signes? Je n'ai hélas, ou tant mieux, aucune affinité avec les religions. Donc, je ne crois en rien, en tout cas officiellement. Pour moi, il n'y a pas d'être supérieur qui nous gouverne. Mais peut-être que j'ai tort, hein, je ne pense pas détenir la vérité absolue. Donc, ça veut dire que peut-être que effectivement, des esprits, ou en tout cas la pensée de ceux qui à un moment m'étaient chers, sont toujours là. Je ne sais pas. Et t'envoie des clins d'œil du coup. Oui. Que représente la mort pour toi, justement? Ah. C'est difficile parce que, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, désolé pour les auditeurs qui écoutent. La mort, c'est la fin. Et comme je le disais tout à l'heure, la fin est insupportable. Donc, j'essaie d'éviter d'y penser, mais en même temps, puisque là, j'avance, je sais que le temps m'est compté. Et que donc, à cause de cette échéance, dont on ignore la date, il faut perdre le moins de temps possible. Donc en fait, la propension que j'ai toujours eue à remplir mes agendas et mon emploi du temps ne s'arrange pas avec le temps qui passe, justement, puisque le temps qui nous reste est quand même très, très réduit. Donc la mort, pour moi, c'est la fin. Du coup, tu crois aux vies antérieures, à la vie après la vie ou pas du tout? Si ça s'arrête, c'est que ça s'arrête. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Je serais plus tenté de croire aux vies antérieures qu'aux vies postérieures. Hmm. Euh, Maintenant, je n'en ai pas la preuve. Je sais que certaines personnes en ont une forte intuition ou sinon des preuves. Les vies antérieures m'intéressent parce que par moments, j'ai des visions. Par exemple, je suis forcément, je suis attiré par le désert. Je n'ai jamais mis les pieds dans le désert, nulle part sur la planète. Parce que justement, puisque c'est le désert, j'ai pas envie de m'y retrouver parce que c'est loin de tout et j'aurais peur d'être oppressé. Mais pendant très longtemps, moins maintenant, mais j'ai eu des visions du désert comme si c'était pour moi un endroit familier. Donc je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Si j'extrapole, je peux m'imaginer avoir eu des vies antérieures
peut-être, mais en tout cas, je sais que le jour où j'irai, peut-être que j'irai, je serai fasciné, et tellement fasciné que je m'y sentirai très bien. Et que finalement, je n'aurais pas peur de cette étendue de sable, alors que puisque je n'y suis jamais allé, aujourd'hui, j'en ai peur. Donc c'est assez paradoxal. Donc je serais plus tenté de dire que nous avons eu des vies antérieures que nous connaissons des vies postérieures. Mais l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est assez paradoxal. Hmm. C'est presque idiot de s'imaginer que l'une ou les unes existent, mais les autres n'existent pas. Hmm. C'est pas idiot, je pense, après, il y a les peurs aussi, et comme tu aimes contrôler, maîtriser, parce que le vide te fait peur, c'est qu'il y a quelque chose probablement, soit qui remonte à, on va pas faire une psychanalyse rapide et à deux balles, mais en tout cas, soit il y a quelque chose de vécu dans la petite enfance, soit il y a quelque chose qui remonte à plus loin et peut-être à à une vie karmique ou ou d'ailleurs du transgénérationnel, tu vois. C'est possible. Mais je Mais ne suis pas assez pointu sur ces questions-là, donc je te fais confiance dans l'analyse de ce que ça pourrait être. Mais j'aimerais qu'il y ait des vies postérieures. J'aimerais que les choses ne s'arrêtent pas, évidemment. mm, Mais je lis beaucoup de témoignages des expériences de mort imminente. Et c'est assez troublant. oui, Euh, oui. donc, Et donc, je ne sais pas quoi en penser. c'est pas moi Oui, qui vais te dire le contraire en tant que médium. bien Euh, sûr. pour moi, c'est un cadeau incroyable de pouvoir échanger, recevoir des messages et de pouvoir les transmettre. D'ailleurs, ce qui m'est arrivé euh, samedi ou dimanche matin, je ne sais plus. J'étais en communication avec une amie qui me parlait du décès de sa cousine, et sa cousine, que je ne connais pas, hein, je ne l'ai pas vue en photo, etc., est venue à moi lui transmettre des messages, sans que je l'ai C'est, appelé, parce que moi, je n'appelle jamais les défunts. oui, c'est Et ça. c'était beau pour mon ami, parce qu'à chaque fois, ils emploient des mots qui leur sont propres, ils transmettent, ils apportent des réponses aux questionnements de la personne qui est en plein deuil, ou qui a déjà fait son deuil, mais là, en tout cas, c'était tout frais, tout récent. Et du coup, je suis toujours émerveillée, tu vois. Mm. Mais ça doit être très perturbant, j'imagine, pour toi de recevoir ces messages, surtout de personnes que tu ne connais pas. Et ça doit être aussi gratifiant de finalement satisfaire un besoin, ou en tout cas une demande de la personne de l'autre côté qui apprend, qui prend des nouvelles de quelqu'un qui est décédé. Donc le rôle que tu tiens dans ce cadre-là est très important, et même pour toi, ça doit être satisfaisant parce que tu fais plaisir, enfin, sauf si ce qu'on te dit est négatif, mais j'imagine que le plus souvent, tu fais plaisir à la personne qui reçoit ces messages par ton intermédiaire. Je dirais pas satisfaisant, parce que je resterai vraiment humble par rapport à ce que je capte et ce que je reçois. Mais en revanche, je m'émerveille, Mm. parce que je me dis, moi, je ne suis qu'une simple messagère, et, et, et de ressentir les vibrations, de ressentir à chaque fois cet échange, cette communication, alors que je n'appelle jamais, je me refuse à appeler qui que ce soit disparu, sauf bien entendu les anges, les fées, les guides de lumière. Ce sont leur rôle de nous accompagner, donc on peut les solliciter, en tout cas de mon point de vue, mais je déconseille de contacter, de solliciter sans arrêt les défunts, parce que je pense que de l'autre côté, ils ont aussi leur évolution, et que de toute façon, ils savent euh, se faire entendre quand ils ont un message à faire passer à la personne concernée. Soit ils passent par les rêves directement, soit ils passent par un ou une médium, tu vois. Mm. Donc, euh, Mm. donc voilà. Tu as C'est choisi Léo Ferré pour oui, symboliser la mort. Très beau ouais. titre. Oui, très touchant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'avec le temps, tout s'en va. Et je suis à peu près persuadé que c'est le cas. Mais je dirais, sauf les voix, parce qu'on a toujours la voix de nos défunts dans l'oreille. Et c'est mon cas. Nos métiers nous poussent à être sensibles aux voix. Et forcément, les voix, on les garde en mémoire. Donc j'ai toujours en mémoire les voix des personnes qui sont décédées. Mais tout le reste disparaît. Le matériel disparaît.
Ce que les gens ont laissé, leur maison, leurs biens, leurs souvenirs disparaît. Et ça, c'est terrible. Mais cette connexion, comme j'aime à le répéter, prouve que les liens d'amour ne se brisent jamais. Oui, mais le spirituel est une chose, le matériel, c'est autre chose. Quand vous disparaissez, vous transmettez des biens aux générations d'après. Bon, s'il n'y a pas de génération d'après, on ne sait pas où ça va. Et quand on se dit qu'on a travaillé autant pour avoir ça, qu'est-ce que va devenir tout ça? C'est terrible. Donc le spirituel peut demeurer, mais le matériel, qui est aussi quelque chose d'important, lui, se désagrège. Mm. Donc c'est ça qui est triste finalement. Et si tu devais définir l'amour, Ce que ça représente ou la sensation qu'on peut ressentir, bah, je crois que c'est essentiel dans la vie. Je ne sais pas si le grand amour existe. Je pense qu'on aime sous plusieurs formes et parfois de façon simultanée, à des degrés divers, à des intensités diverses. Euh, L'amour absolu, je ne pense pas qu'il existe. Et là, je ne parle pas uniquement d'un point de vue affectif, mais l'amour absolu, autrement dit la passion. On peut être passionné par quelque chose, mais ça ne sera jamais, ou par quelqu'un, mais ça ne sera jamais l'amour absolu. Donc, moi, je pense qu'on peut aimer plein de choses ou plein de personnes différentes de façon simultanée à des degrés divers. Donc, pour moi, l'amour est multifacette et il serait très difficile d'en donner une définition unique. et quel amoureux es-tu? Euh, Pudique? oui, 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 sans grande logorée, sans grand effet de manche, sans dans la modération et dans la réserve. On ne se refait pas. Euh, Peut-être un peu trop. Je pense que c'est dommage de ne pas montrer aux gens, quels qu'ils soient, qu'on aime, qu'on les aime. Et qu'une fois qu'ils sont partis, c'est trop tard. Donc il faut essayer de faire en sorte de le leur dire ou de le leur prouver de leur vivant. Mais c'est pas toujours simple, surtout quand on n'a pas été habitué à le faire ou quand on n'en a pas les capacités, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas exprimer les choses. Donc alors moi, je pense savoir les exprimer, mais je pense que je pourrais mieux et plus souvent les exprimer. Tu nous parlais de ton amour du voyage. Tu as donc beaucoup voyagé, découvert des villes, des pays. Si tu devais nous en communiquer une ou un qui symbolise vraiment l'amour pour toi. Une destination qui symbolise l'amour, bah, ça serait probablement une île ensoleillée. Moi, j'ai besoin de soleil. Moi, je suis pas du tout neige, je suis pas du tout montagne. Les sports d'hiver, je les ai en horreur. Donc, pour moi, les vacances, y compris l'hiver, c'est si possible loin et au soleil. Donc, ce serait une destination ensoleillée, entourée d'eau, avec des choses à visiter. Donc, ça peut être bah, les Maldives, c'est l'une des destinations que j'ai bien aimées ces dernières années. C'était juste avant le Covid, donc le contraste après de l'enfermement a été quand même difficile à vivre, comme on peut l'imaginer, mais ça peut être beaucoup plus proche de ça. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Azur. Alors peut-être pas forcément l'été où il y a beaucoup de monde, mais les couleurs de l'Italie, de la Côte d'Azur, cette partie de la Riviera, aussi bien italienne que française, pour moi, c'est le symbole de la douceur de vivre, du soleil, du chic, mais aussi de la surpopulation. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, une destination ensoleillée avec de l'eau et qui donne envie de s'évader rien qu'en regardant les paysages ou les bâtiments, les maisons, les constructions. Et du coup, un plat qui te, tu l'associes à l'amour, un plat ou un dessert. Ouais. Le dessert, c'est une bonne idée. Alors, je sais pas si c'est très glamour, mais en tout cas, moi, j'aime bien les tartes à base de fruits, des fruits rouges. Le rouge, c'est souvent, dit-on, l'amour. Donc, j'aime bien les tartes aux framboises, les tartes aux fraises, les tartes aux myrtilles.
Moi, je suis incapable de faire ce genre de plat. Bon, ça doit pas être très compliqué, mais comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans notre conversation, j'ai pas beaucoup de patience et je n'ai pas le goût pour ça. Mais quelqu'un qui me fait une tarte aux fruits rouges, je peux être amené à l'aimer énormément. C'est un message que j'envoie peut-être. Tout à fait, tout à fait. Tu as choisi, un titre que j'adore pour illustrer l'amour, qui a beaucoup été, diffusé parce que c'est aussi un extrait qu'on voit dans le film Ghost, Mm. avec, Patrick, Swayze et Demi Euh, Moore, Demi Moore, voilà, ouais. Une chaîne de mélodies. Et pourquoi ce titre, en particulier? Parce que pour l'amour, il y a tellement de musique, Parce qui peuvent illustrer. que d'abord les voix, on est dans les années 60, hein, c'est un titre qui a été utilisé pour Ghost dans les années 90, mais l'enregistrement des Riders Brothers, c'est vraiment les années 60. La voix des chanteurs, enfin les voix des chanteurs sont magnifiques. Même s'il y a de l'accompagnement, l'essentiel de ce titre, c'est la voix. Et l'amour, c'est souvent la voix, c'est ce qu'on exprime, c'est ce qu'on impulse à une chanson. Ça monte très haut dans les aigus. J'aime beaucoup, un peu comme Take On Me tout à l'heure, quand ça monte dans les aigus. Surtout, c'est des voix d'hommes parce que c'est pas simple. Et puis, dans ce film, il y a la présence de gens qui sont défunts et qui aident le quotidien de personnes qui sont restées sur Terre. Et je me suis dit que imaginer que l'amour perdure au-delà de la mort, c'est formidable. Donc en fait, cette chanson, au-delà de sa mélodie, au-delà du texte, au-delà de la performance vocale, c'est le symbole qu'elle représente, puisqu'elle a été utilisée dans un film où il est question un peu de la vie après la mort. Donc l'amour éternel, ça fait envie, forcément. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Le bonheur, vaste sujet, que représente-t-il pour toi? Est-ce que tu peux préciser ta question? Parce que ça m'intrigue beaucoup. On parle beaucoup du bonheur, depuis Ouais, quelques années, on voit le bonheur à toutes les sauces. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur? Parce qu'on a tous notre, ouais. finalement des définitions, des façons de nous représenter les choses. Que représente pour toi le bonheur dans le sens comment tu le définirais? Quelque chose d'assez simple. Je me dis que quand on a la chance d'avoir une assiette à peu près remplie, dans un cadre agréable, avec des gens qu'on apprécie, quand on a la chance de faire un métier qui nous plaît, de gagner sa vie à peu près correctement, c'est déjà beaucoup. Et donc je peux imaginer que cette description corresponde au bonheur. Il faut savoir se contenter de choses simples. Alors, j'ai pas dit se contenter de peu de choses parce que, et ça fait référence à ce qu'on disait, pour avoir plus, il faut se donner les moyens d'avoir plus. Les gens qui ne tentent rien, je trouve dommage qu'ils ne tentent rien. Donc, le bonheur, ce sont des choses simples, mais pas forcément peu de choses. Ça peut être beaucoup de choses, mais beaucoup de choses simples qui nous Mmh. font plaisir. Voilà. Et la joie, que t'inspire-t-elle? La joie, est-ce qu'on a autant de moments de joie dans la vie que ça? Je suis pas sûr. Euh, Ça m'inspire quelque chose qui est presque inaccessible, en tout cas qui devrait être beaucoup plus partie prenante de notre quotidien collectif. Est-ce que les gens ressentent de la joie? On peut être joyeux parce qu'on a une bonne nouvelle, on peut être joyeux parce qu'on voit quelqu'un qui nous fait plaisir. Mais est-ce que la joie dure? Est-ce que c'est un moment fugace ou pas? Je crois que la joie est quand même quelque chose de très fugace. Alors, mes amis les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Bien sûr. Alors, je vais te demander de choisir soit un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, ou alors je mélange les cartes et le message, tombera de lui-même. Je veux bien choisir un numéro, enfin un chiffre ou un nombre. Et ben, on va choisir 50, voilà, parce que mes 50 ans ont été un moment important, le nombre 50. La bienveillance. Saupoudre de la bienveillance partout où tu vas, tu seras encore plus en joie. Ah ben voilà, ça répond au questionnement que j'avais il y a quelques minutes, la joie, où la trouver? C'est fou ça. Et ben, c'est ça, tu vois, enfin, je me répète, mais à chaque émission, c'est pareil, le petit message vient conclure, en fait, ce qu'on s'est dit, ce qu'on vient de se dire, ce qu'on a échangé, c'est merveilleux, c'est magique. Mm.
et C'est pas facile d'être bienveillant, c'est-à-dire que se dire qu'il faut ne pas s'énerver, ne pas être dans le conflit, ne pas s'indigner. J'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse pas s'indigner, qu'on ne puisse pas remettre en question certaines situations. Donc la bienveillance, évidemment, être méchant, enfin, que ce soit moi ou d'autres, évidemment, ce n'est pas ce que nous sommes, en tout cas pour la plupart d'entre nous, mais être bienveillant tout le temps, et plus qu'on ne l'est déjà, c'est pas simple. Parce que parfois, les situations ne se prêtent pas à ce genre de choses. mais je pense que la bienveillance ne se soustrait pas on peut être indigné, on peut être en colère, mais être bienveillant. Oui, c'est vrai, mais il faut une grande maîtrise de soi pour pouvoir y parvenir. Donc, mais je retiens le message parce que effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je creuse et que j'accentue. Le Et, message est passé. et je pense qu'il est, enfin, de ce que je constate dans mes ateliers, en discutant avec des lectrices, des lecteurs, on est beaucoup plus dur et exigeant avec nous-mêmes finalement. Et parfois, on est bienveillant avec notre entourage, mais on ne l'est pas suffisamment avec nous-mêmes. C'est vrai, le message peut-être s'adresse-t-il aussi à nous-mêmes. Il faut être un peu plus bienveillant avec ce que nous sommes et évidemment avec les autres, mais aussi envers soi-même. Donc je prends ce message aussi dans ce sens-là et oui, tu as raison. Je crois que tu as raison. Si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? À faire en sorte que le temps soit suspendu et qu'il n'avance pas trop vite, voire beaucoup moins vite qu'il ne file aujourd'hui. Est-ce que cette baguette peut réaliser ce genre de choses? J'espère. C'est vrai que le temps s'accélère. Bah, il paraît que c'est scientifiquement prouvé que plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps avance vite. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pas une impression, c'est une réalité. Mais je crois qu'on est quelques-uns à penser ça. La gratitude, la vraie, celle que la gratitude spirituelle, fait-elle partie de ton quotidien? Est-ce que tu es à l'aise avec le remerciement ou tu restes toujours très pudique dans la manière d'être reconnaissant? Dans le cadre professionnel, je remercie beaucoup parce que ça fait partie presque des actes de politesse quand on travaille avec des gens qui contribuent à la réussite de ce que tu entreprends. C'est normal de les remercier. Dans le cadre plus personnel, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est quelque chose de moins naturel chez moi. Non pas que je ne reconnaisse pas les mérites des uns et des autres, ou des unes et des autres, mais parce que je n'ai pas été élevé comme ça et parce que je me suis pas amélioré depuis toutes ces décennies, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Donc je pense que je devrais le faire davantage. Écoute, moi j'en profite pour te remercier de ta confiance, de ton amitié, de cet échange à cœur ouvert. Tu t'es livré avec sincérité. Tu as une chanson que tu affectionnes tout particulièrement et que tu écoutes en boucle en ce moment. Oui, c'est un artiste qui commence à être un petit peu connu, qui s'appelle Noé Préchoff, qui a la trentaine, qui fait penser un peu à d'autres de sa génération, Eddie de Pretto notamment, ou d'autres. J'ai énormément aimé cette chanson qui est sortie il y a 2 ans, je crois, 2, 3 ans. L'intime et le monde, qui résume bien en fait la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est à la fois les autres, tout ce qui nous entoure, et puis c'est aussi ce que nous sommes. Et la mélodie et le texte sont intéressants. Le texte est un petit peu revendicateur. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit, et ce que dit lui-même cet artiste, qui est plutôt engagé quand il est sur scène, et je l'ai vu sur scène. Mais artistiquement, c'est très intéressant. Le timbre de sa voix et le texte sont vraiment à écouter. Donc, c'est ce que je voulais choisir pour cette émission aujourd'hui. Voilà. Je te remercie. Avant de se quitter, je rappelle qu'on te retrouve du lundi au vendredi de 9 heures à midi sur Ici Orléans. Je te remercie vraiment de ta confiance. Merci. Merci à toi. Je sais que tu es quelqu'un de bienveillant et qu'avec toi, tout se passe bien et que tu es quelqu'un d'inspirant. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de faire cette émission et c'est toujours avec plaisir que je t'écoute et tu es souvent de bons conseils, Valérie. Donc,
je n'imagine pas que ça s'arrête. Voilà. Ces mots me touchent. Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous de suivre cette émission. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bel été, vibrez d'amour et puis n'hésitez pas à découvrir les émissions scintillantes et les rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. À vous abonner, c'est une jolie façon de soutenir mon travail et ainsi je pourrai continuer à vous proposer encore plus de contenu. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.